Chère Florence, bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour cette visio où je me régale à partager à chaque fois les connaissances de chacun. Bonjour. Donc, pardon, vas-y, Florence. Bonjour. Donc, Je suis ravie d'être avec toi à nouveau et avec ta communauté. super. Et donc, alors, Florence, ce que je vais faire, je vais te présenter succinctement et bien entendu, comme à chacun, enfin, vous me connaissez mieux que n'importe qui et du coup, c'est très important de développer, de dire surtout ce que tu as envie de partager te concernant. C'est vrai que tu es venu pour cette deuxième édition qui était la résonance des savoirs. Tu es intervenu pour la rencontre Voxeus et aux côtés de notre vénérable Michel Tao Chang et de Sangeeta Nanda qui est yogi musicien. Mais du coup, on voulait en savoir un peu plus par rapport à cette rencontre te concernant et aller au-delà voilà, de ton savoir. Donc, Florent, je me permets de te présenter en tant que docteur en neurosciences et en pharmacologie, mais tu précises aussi que tu es praticienne de méthodes complémentaires. Donc là, je te laisse la parole concernant tes méthodes complémentaires. Les méthodes complémentaires, ce sont des pratiques qui sont complémentaires à la médecine conventionnelle. Ce sont des méthodes qui sont arrivées, qui ont commencé à être développées en Europe dans les années 1960, quand il y a eu le mouvement du New Age, et qui n'ont cessé de se développer et de prendre de l'ampleur, surtout, on va dire, ces 10 dernières années. Mais bon, pour ma part, j'ai été formée en 1995 et c'était le début du début. Et j'ai suivi l'actualité depuis, que ce soit l'actualité dans le terme de développement des pratiques, mais aussi de tout ce qui se joue en termes, on va dire, juridiques et réglementaires. Et on voit que ce sont des méthodes vers lesquelles les personnes se tournent de plus en plus. Donc, pour ma part, j'ai appris énormément de méthodes, de pratiques complémentaires à la médecine. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Comme je suis une étudiante perpétuelle depuis 25 ans, je ne cesse de me former, d'apprendre pour pouvoir transmettre aussi à nouveau. Et puis, comme j'aime expérimenter, je suis toujours, quand j'entends une nouvelle méthode, je vais expérimenter pour me faire une opinion. Pour ma part, j'ai commencé par kinésiologie et l'homéopathie uniciste et l'acupuncture parce que ce sont ces trois méthodes qui m'ont permis, quand j'avais 25 ans, de me sortir de l'ornière dans laquelle j'étais tombée. Et quand j'ai vu l'effet que ça avait sur moi, je me suis dit, je veux apprendre ça. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à les apprendre et puis quand on en apprend, eh bien, on est curieuse. Et comme je suis passionnée par l'énergie, que toutes ces pratiques reposent sur les mouvements d'énergie dans le corps, eh bien depuis, je n'ai eu de cesse d'apprendre la lithothérapie, la bioénergie, l'acupressure, qu'est-ce que j'ai appris? L'hypnose, différents types d'hypnose. J'ai appris la spirale dynamique de Ken Wilber. J'ai appris, par exemple, la respiration holotropique, qui est du psychiatre tchèque Stanislas Grof. Bref, je n'ai de cesse que d'apprendre. Et puis, avec l'essor des appareils que l'on qualifie de quantiques, qui permettent de visualiser ce qui se passe dans le corps, eh bien, il y a tout un pan de techniques qui apparaissent avec tous ces appareils. Et moi, sur mon chemin est venue la bioélectrophotonique, c'est-à-dire la, la visualisation de l'énergie dans le corps avec la visualisation du champ d'énergie, des centres d'énergie, de l'énergie qui circule dans les méridiens d'acupuncture et dans tous les organes internes. Donc, bon, voilà, je ne cesse d'apprendre et de me documenter parce que pour moi, l'avenir réside vraiment dans la complémentarité entre ce que nous apporte la médecine conventionnelle et le soutien de ces médecines complémentaires qui sont là vraiment pour soutenir la personne, pour détoxifier le corps et pour soutenir la personne, en tout cas, comprendre d'un point de vue psycho-émotionnel pourquoi on est amené à, à avoir des désordres de santé. Donc, c'est-à-dire de rechercher l'origine de l'origine, parce que Mm. pour ma part, dans mes croyances, c'est que tout désordre de santé a sa racine dans une problématique psycho-émotionnelle. Et en général, des chocs émotionnels uniques, assez intenses qu'on n'a pas réussi à digérer, ou des chocs psycho-émotionnels, on va dire modérés, mais répétés dans le temps, si bien qu'on arrive au bout d'un certain nombre d'années avec des problématiques de santé. Donc l'idée, c'est réellement voilà, d'aller explorer la racine de la racine. Alors, c'est pas ce que fait la médecine. C'est pas puisque le médecin généraliste, il va nous orienter, s'occuper de notre corps, il va s'occuper de la maladie, il va s'occuper de l'organe, tandis que les praticiens
vont s'occuper de la personne, ils vont voir son potentiel et voir comment ils peuvent la soutenir pour qu'elle mobilise toute son énergie pour le retour vers la pleine santé. Donc, ce sont des méthodes qui sont en plein essor. Il y a un grand boom et puisque je suis l'actualité depuis très très longtemps, je vois que depuis 2000, on va dire 2008-2010, il y a eu un réel engouement pour ces pratiques. Et par exemple, en 2010, il y a eu 300% d'augmentation des personnes qui ont visité les praticiens, ce qui est Mm. énorme. C'est énorme. Ouais. Énorme. Mm. Et donc, ça fait partie de notre futur. Donc, on ne peut Mm. pas le nier. Mais je trouve ça intéressant le fait que tu soulignes que ce sont des pratiques complémentaires et que tu parles de complémentarité. Parce que c'est vrai qu'on est tout le temps dans une dualité entre la médecine traditionnelle, des médecines, qu'on dit alternatives, mais je trouve ça bien et juste que tu poses le mot complémentarité. Et je pense que ça, c'est très important. Moi, je suis particulièrement tatillon sur les mots employés parce que j'entends encore trop souvent médecine alternative, Mm. médecine douce. Et alternative, c'est vraiment le mot à bannir. Ce sont des méthodes complémentaires. Mm. Et je dirais même qu'elles n'ont même pas eu le temps de prendre leur place, tout au moins en France, que nous parlons déjà de la médecine et de la santé intégrative. Donc, la vision que j'en ai de cette santé intégrative, c'est justement la collaboration entre la médecine conventionnelle et les médecines complémentaires. Donc, Mm. je ne peux pas dire que ce soit réellement installé en France, nous sommes sur le chemin. Mm. Et j'enseigne à travers le centre de formation que j'ai créé, je m'aperçois qu'au fil des années, il y a quand même de plus en plus de médecins, surtout généralistes, de pharmaciens, d'infirmières, qui viennent se former à ces pratiques. Donc, on voit que ça commence à s'ouvrir, Mm. donc, ce qui est super. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça vraiment super. C'est vraiment, bah merci, merci de cette précision. Et du coup, donc dans la rencontre, il y avait des questionnements. Bien sûr, Merkaba, ce sont des questionnements que l'on vous propose. Et il y avait une question qui était si le chant est la voix de l'âme, quelle est sa résonance dans son cheminement? Et bien entendu, puisque je m'adresse à toi, j'ai envie de te demander dans le cheminement concernant le cerveau. Est-ce qu'il y a un cheminement, si tu vois le chant, est-ce que dans la voix, est-ce qu'il y a un cheminement particulier dans le cerveau? Je vais te dire que oui, parce que le chant, ça fait partie des traditions millénaires. Les nations sur tout le continent ont toujours chanté. Et donc, on sait aujourd'hui, enfin, la science recommence à découvrir l'importance des chants, que ce soit les chants sacrés que l'on chantait, que l'on chante dans les églises, que ce soit les mantras que l'on retrouve chantés par les moines dans les monastères tibétains, etc. Donc, le chant fait partie de des cultures et ça fait partie de l'être humain. On a une voix pour parler, mais aussi pour chanter. Et les vibrations, à mon sens, lorsqu'elles sont bien posées, si on parle de chants sacrés ou de mantras, c'est que ce sont des vibrations euh, qui ont une tonalité ou une sonorité, je vais dire, particulière, on va dire sacrée, qui fait qu'elles résonnent avec toutes les cellules de notre corps. Et comme elles sont sacrées, alors je ne connais pas exactement la vibration, on va dire en hertz, comme dirait le scientifique, mais si elles sont pratiquées, si tous les dimanches on allait à la messe pour chanter, c'était bien parce qu'en chantant les chants sacrés, on crée une vibration à l'intérieur du corps qui permettait aux cellules de se réharmoniser, ce qu'on a perdu aujourd'hui en fait. Et Mm. quand les moines chantent les mantras, eh bien, parce que bon, j'en pratique de temps à autre, mais lorsqu'on est vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur du corps, lorsqu'on on chante ces mantras, on sent bien que ça résonne à l'intérieur de nous. Donc, on est en train d'informer les cellules et je dirais de leur donner une vibration une pour qu'elles se réharmonisent. Et quand toutes les cellules du corps vibrent à, on va dire à l'unisson, ben, quelque part, cette vibration une, c'est la garante de notre pleine santé. D'accord. Ouais. Voilà. Mm. Et donc, le cerveau, euh, quand tu me dis le cerveau, qu'est-ce qui vient faire là-dedans? Évidemment, le chant, ce sont des vibrations qui peuvent être assez hautes, qui vont venir aussi travailler sur les cellules cérébrales. Et comme ce sont des vibrations, les vibrations, pour moi, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est de l'information. Et donc, suivant les chants que nous allons émettre, euh,
les vibrations, donc c'est une certaine qualité d'information, et en fonction de ce que nous avons en mémoire dans notre corps, eh bien, ça peut évoquer soit des pensées, soit des émotions. Donc, ce qui veut bien dire que ce champ, il est porteur de... si il provoque chez nous soit des images, soit des pensées, soit des émotions, c'est qu'il est en train de nous inviter à faire sortir quelque chose de nous pour que ce soit guéri, en fait. Mm, mm, ouais. Après, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun parce que nous sommes des êtres uniques et puis chacun, moi je dis toujours, notre corps, c'est notre banque de données. Et nous n'avons pas tous la même, parce que on est issu d'une certaine famille avec des aïeux qui ont vécu un certain nombre de choses. On a nos événements de vie et chaque être est unique. C'est-à-dire que notre banque de données, notre référentiel est propre à chacun de nous. Et donc, ce que vont engendrer les vibrations, eh bien, ça va appartenir à chacun. Mm. Non, très intéressant. C'est vrai que du coup, c'est ça, c'est vraiment ce phénomène, cette sensation où c'est vrai que même si on écoute, si on est plusieurs à écouter un même morceau, en effet, ben, il y en a un qui va être très touché émotionnellement, d'autres pour qui, oui, bof. Mais voilà, et donc c'est vrai que comme tu le dis, on le voit d'ailleurs, et c'est là où aussi on voit la réussite, entre guillemets, d'un morceau, et ils le savent très bien quand ils créent des morceaux maintenant, c'est toucher à l'unisson, toucher un maximum. Donc c'est vrai qu'il y a, ça veut dire que c'est, je pense que c'est doté d'informations qui peuvent toucher un maximum de gens. Et voilà, donc euh, Je pense même, tu vois, que lorsque tu dis que c'est de l'information qui va toucher un maximum de personnes, je dirais même, ça va te toucher sans forcément que ça passe par le cerveau, sans que le cerveau analyse ce qui se mm, passe. Tu vois? Parce d'accord, que tu écoutes un morceau de musique et tout d'un coup, tu es pris d'une émotion, mais elle vient de l'intérieur du corps, elle passe pas par le cerveau. En tout cas, il n'a pas eu le temps de la décoder. C'est a posteriori qu'il va d'accord. se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette émotion, à quoi ça me fait penser, etc. Tu vois, mais dans un premier, la première chose qui est touchée, c'est le cœur notre cœur, nos émotions, et donc l'analyse, elle vient a posteriori. Ah oui, ça, C'est ça. c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je trouve ça très intéressant. Tu vois, dans ma tête, justement dans ma tête, tu vois, je me dis, ça y est, hop, j'entends, les oreilles sont là, donc tout se passe dans le cerveau et après, je distribue l'information. Et du coup, d'accord, ok. Je dirais que ça marche dans les deux sens, parce que tu peux percevoir l'information par le cerveau qui va analyser et qui va transmettre, véhiculer cette information au reste du corps, au reste des cellules pour ben, engendrer un mouvement, une fuite ou un combat, etc. Et à l'inverse, on peut être touché Mm, émotionnellement, on va dire touché au niveau du cœur, et c'est après que ça va monter au cerveau. Donc en fait, la communication, on va dire, elle est bidirectionnelle. Soit mm, ça va du cerveau vers le cœur, soit du cœur vers le cerveau. Et les scientifiques disent aujourd'hui que la quantité de messages qui sont transmis du cœur vers le cerveau est beaucoup plus importante que les informations qui sont véhiculées du cerveau vers le cœur. Ça prouve bien que, que le cœur est le plus important, c'est lui qui va œuvrer en premier, et que le cerveau, il vient dans un deuxième temps, et que il est là pour analyser. Pour moi, mm. le cerveau, tu vois, c'est comme un bioordinateur quantique. Il centralise l'information, il va l'analyser, rationaliser, il va regarder s'il connaît déjà cette formation en totalité et en partie. Et en fonction de ce qu'il aura trouvé dans sa mémoire, eh bien, il va engendrer une réponse. Alors que le cœur, c'est le cœur. Il réfléchit pas, il est. Alors, du coup, ça me fait penser à quelque chose, Florence. Est-ce que c'est le fait, alors comme on dit qu'on n'utilise pas notre cerveau dans toute sa potentialité, est-ce que c'est le fait justement qu'il y ait cette réaction parce que on n'a pas appris à utiliser notre cerveau? Est-ce que du coup, est-ce que c'est le fait qu'on accueille tout dans notre corps, dans notre émotion, parce qu'on n'a pas appris, peut-être, tu vois, parce que je ne sais plus à quel pourcentage on dit qu'on utilise notre cerveau, qui est moindre par rapport à l'ensemble de nos capacités. Et du coup, est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que tu penses que c'est dû à ça ou non? Ou c'est le fonctionnement Je pense il y a plusieurs choses. Donc, à la fois, on n'a pas appris à utiliser notre cerveau correctement mm, parce que dans notre culture, enfin, tout est misé sur l'intellect. Donc, nous savons très bien que notre cerveau, il a une partie rationnelle et une partie, alors, je ne peux pas dire irrationnelle, on va dire une partie intuitive. Et on ne nous a surtout pas appris à développer cette partie intuitive.
Mm. Si bien que c'est comme si on était un peu bancal, sauf si on a conscience de ça et qu'on fait l'effort de l'entraîner. Et à la fois, nous n'avons pas non plus appris à être à l'écoute de nos émotions. C'est ce que sont en train de redécouvrir les enfants aujourd'hui. Parce que, tu vois, ces dernières années, il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur les émotions, avec des dessins pour qu'ils apprennent à les reconnaître, à les nommer, à les identifier. Ce qu'à mon époque, on ne faisait pas. Donc, je pense que, en tout cas, je parle pour ma génération, en quelque part, on était handicapé des émotions parce que on n'avait pas le droit de les exprimer, on ne savait pas les identifier ni les reconnaître. Et à la fois, on ne nous a appris à développer qu'une partie de notre cerveau. Mm. Or, le cerveau, il a une capacité incroyable. Mm. Et en particulier, de ce que j'ai compris, si tu veux, c'est que les Chinois appellent le cerveau le singe, enfin, le mental, le singe. Et ce mental, il nous explique qu'il est nécessaire de le capturer parce que sinon il saute de branche en branche, nos idées s'enchaînent les unes aux autres, et parfois sans que nous-mêmes consciemment on voit le lien entre elles. Mais lorsque l'on apprend à capturer ce mental et à le mettre de côté, eh bien le cerveau, justement, il se rend disponible et on rentre plutôt dans un cerveau dit intuitif qui va avoir la capacité à, euh, à recevoir les fréquences de l'extérieur. Donc, à la fois, notre cerveau, il centralise l'information qui vient de l'intérieur du corps, mais lorsqu'il est libre, il n'est pas empoisonné par ce singe, il se rend disponible dans l'ici et maintenant pour pouvoir capter les fréquences de son environnement et surtout les fréquences plus hautes, on va dire les fréquences cosmiques. Mm. Mais on n'a pas été entraîné à ça et c'est ce qu'on redécouvre surtout en ce moment, dans ces temps-ci. Je pense nous sommes en train de réapprendre à être davantage à notre écoute et à se recentrer sur nous pour davantage ressentir ce qui nous habite en termes de fréquence, de vibration et ce que sont nos émotions et nos pensées. Mm. Ah, très, 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 très intéressant. Une autre question aussi, c'est euh, lorsqu'on entend tous un son, est-ce qu'il est perçu de la même manière pour chacun d'entre nous? Alors, même si tu nous as dit qu'on était des êtres uniques, alors en général, est-ce qu'on le perçoit dans un même fonctionnement, dans un même cheminement, peut-être neurologique, ou pas du tout, ou autrement? Voilà, ça Alors, rejoint un petit peu à ce que tu as dit aussi auparavant, mais j'ai vraiment envie, pardon, de te demander si, voilà, si on est encore, d'aller peut-être un peu plus loin dans le fait qu'on peut écouter tous une musique, même si je l'ai un peu vulgarisé dans ma réponse, dans ma question tout à l'heure. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être des fréquences communes. J'essaye d'être au plus clair, pardon pour toi. Et je pense qu'il doit y avoir des fréquences communes et peut-être après des fréquences qui font que chacun peut recevoir. Alors, je ne suis pas une experte non plus dans les sons et leur effet sur le cerveau, mais il y a déjà les mécanismes de l'audition et de la perception des fréquences sonores qui sont des mécanismes qui, à mon avis, sont communs à tout être humain. Donc, le son rentre par les oreilles et puis ça va aller toucher certaines structures cérébrales. Donc, je veux dire que en général, la capture et le cheminement des fréquences sonores dans le cerveau, c'est commun à tout le monde, à chaque être humain. Maintenant, le décodage de ces sons Mm, va être propre à chaque individu, puisqu'on n'a pas, comme je disais, la même banque de données. Mais mm, tu vois, globalement, euh, globalement, oh, pardon, globalement, les mécanismes sont similaires, mais pas l'interprétation que nous allons en faire. Et c'est là où rentre notre individualité. Et du coup, quand tu parles de décodage, comment tu l'expliques ce décodage? Comment on l'exprime nous-mêmes? Comment on peut l'identifier? Enfin, si on arrive à pouvoir l'identifier, le fait qu'on puisse décoder tous de la même, différemment. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je suis pas sûre d'avoir la réponse. Euh, comment c'est décodé? Je sais pas. Je connais pas les mécanismes. Pour moi, le cerveau, il reçoit des fréquences. Enfin, c'est un émetteur, un récepteur de fréquences vibratoires. Quand il reçoit des fréquences,
son rôle, c'est de transformer ces fréquences en images ou en sons. Mm. Voilà, super. Et donc, de ce fait, j'imagine que lorsqu'il perçoit un son, il va aussi le traduire en images et en émotions. Tu vois, c'est une sacrée alchimie, en fait, c'est le cas de Ouais. le dire. Ouais, 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 ouais. Il fait des Ouais. associations, c'est-à-dire que si j'entends un son, eh bien peut-être qu'il va s'identifier à quelque chose que je connais. Il a besoin voilà, une reconnaissance de ce qui m'appartient. Alors, euh, à la fois, il va d'abord chercher s'il connaît cette fréquence, est-ce que ça correspond à quelque chose qu'il a déjà en mémoire, et il va l'associer pour pouvoir répondre ou répéter quelque chose. Mais lorsque c'est une fréquence qu'il ne connaît pas, ça va plutôt être traité au niveau du cortex frontal, parce que dans cette partie antérieure du cerveau, c'est le cerveau qui traite le présent et l'élaboration du futur. Hmm. Alors, l'arrière du cerveau, c'est plutôt là où il va chercher, est-ce que je connais cette information? Est-ce que je l'ai déjà enregistrée? Ou au moins une information à peu près similaire sur laquelle il va se baser pour pouvoir élaborer une réponse. Mais lorsque c'est inconnu, tout va se passer ici. Et ensuite, à force de répéter cette information, ou si cette information porte une charge émotionnelle très forte, ça va directement s'inscrire et se mettre dans notre banque de données. Tu vois, D'accord. mais le cerveau, ça reste un organe extrêmement complexe Ouais, parce ouais. que il y a aujourd'hui différentes théories sur le cerveau qui, à mon sens, sont toutes complémentaires. C'est-à-dire que dans les années 1870, on a parlé de la spécialisation du cerveau hémisphérique, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, avec l'un est qualifié de cerveau rationnel et l'autre de cerveau intuitif. Ensuite, il y a une autre théorie qui a parlé de la régionalisation du cerveau, c'est-à-dire qu'on a défini certaines structures cérébrales qui chacune ont des fonctions particulières. Et puis ensuite, il s'est avéré que lorsqu'on a découvert les différents circuits neuronaux qui chacun véhicule un type de neurotransmetteur, donc on a des circuits à la dopamine, des circuits à la sérotonine, etc. Et on s'aperçoit que ces circuits neuronaux ben, se promènent dans plein de structures en même temps, ce qui Hmm. augmente la complexité du cerveau. Et les derniers concepts de ces temps-ci, où on parle d'un cerveau quantique, parce que il a aussi cette, c'est comme s'il était par couche de superficielle et de plus en plus profonde et qui est représenté comme une antenne. Hmm. Donc, tu vois, quand tu me poses des questions sur les mécanismes de fonctionnement du cerveau, c'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre parce que ça reste encore un des organes les plus mystérieux du corps. Ouais, ouais, Parce qu'on complètement. Hmm. Ouais. est capable de faire des greffes de foie, de poumon, de rein, mais le cerveau, c'est pas encore. Et on le voit d'ailleurs parce que tu vois, c'est sans être dans cette communauté de savoir, vu voilà d'être, de ne pas être dans les neurosciences. Et bien du coup, c'est vrai que même une personne lambda, les autres organes, on peut facilement parler. Mais c'est vrai que le cerveau reste tout le temps une intrigue. Et tu vois, et c'est ce que je dis souvent. Eh bien, si le cerveau, j'ai le sentiment que notre tête appartient aux neuroscientifiques parce que déjà vous, il y a que vous qui pouvez en parler autant. Tu vois, je peux me renseigner sur l'organe du foie, sur le cœur, même si je ne deviendrai jamais voilà, un spécialiste d'eux. Mais c'est vrai que les autres organes, enfin les autres parties du corps sont quand même plus accessibles et que le cerveau, et c'est ça que je trouve intéressant et sa richesse, c'est que ça reste pour, enfin, sans être dans une communauté de savoir, c'est vraiment une intrigue. Et je trouve il y a tout, enfin, je sais pas, après, tu me diras ce que tu en penses, Florent, mais il y a tout à découvrir, il y a tout à faire, quoi, vis-à-vis du cerveau. Et- Tout à fait. Nous sommes qu'au début du cerveau et le 21e siècle et le siècle des neurosciences et du cerveau. Au début des années 2000, il y a tous les continents, donc comment dire, les organismes de recherche des différents continents ont tous investi des milliards d'argent sur des projets de recherche pour comprendre le cerveau. Hmm. Parce que c'est l'enjeu du 21e siècle. Parce que quand on imagine le cerveau au-delà de sa structure, de son organisation en région, avec des molécules chimiques que sont les neurotransmetteurs, etc., c'est un organe qui est fréquentiel. Il est émetteur et récepteur de fréquences vibratoires. Or, nous vivons au siècle des fréquences. On a les ondes du téléphone portable, les ondes de la 5G, bientôt de la 6. Enfin, nous sommes envahis d'ondes. Ça prouve bien
que notre cerveau, il a cette capacité-là et c'est ce qu'on est en train de découvrir. Donc à la fois, pour moi, c'est extrêmement important en tant qu'individu d'apprendre à, je dirais, à maîtriser ses pensées et à faire attention d'un point de vue vibratoire de ce que je suis en train de d'émettre et surtout ce que je suis en train de réceptionner. Parce que sinon, on a toujours notre libre arbitre et en fonction de la puissance de la pensée, dans le bon sens du terme, j'accepte cette fréquence ou je ne l'accepte pas. Alors, ça peut sembler un peu magique ou extraordinaire, mais on a quand même ce pouvoir-là, cette potentialité-là, à Mm, condition d'être conscient que nous sommes des émetteurs et des récepteurs de fréquences et que je ne suis pas apte, ou en tout cas, je ne veux pas accepter toutes les fréquences. mm, Parce que les mm. fréquences, c'est de l'information. Ouais, complètement. C'est pour ça que le choix, pour en revenir au son et à la musique, le choix des musiques que nous écoutons a des répercussions sur tout notre corps. Alors, il y a 2, 3 ans, j'avais été repris au cours d'une conférence parce que je parlais, tu sais, des musiques comme le métal ou le hard rock, c'est des musiques qui pour moi sont très dures et j'avais dit que ce sont des musiques déstructurantes. Donc je me suis fait un peu houspiller. Et donc ça m'a fait réfléchir. Mais en fait, elles ont aussi leur fonction. Parce que quand c'est une musique avec des sons qui sont déstructurants, eh bien, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça va déstructurer la matière ou l'organisation pour libérer de l'énergie, par exemple, qui est cristallisée, comme des émotions qui sont cristallisées ou des pensées négatives qui sont cristallisées. Donc, ces musiques déstructurantes vont défaire ça et ensuite, elles vont pouvoir se réorganiser et trouver une nouvelle façon d'être qui sera plus adaptée et mieux pour le corps. Donc, en fait, j'ai révisé ma copie, je me suis dit, bon, si elles existent, c'est qu'elles ont leur utilité. Donc, c'est celle que je leur ai trouvée en tous les cas. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une étude. Alors, j'avais vu, hein, j'ai pas la source, hein, je peux pas. Mais j'avais lu quelque part que justement le métal était très écouté par des scientifiques. Pas beaucoup d'étudiants scientifiques, que le métal, c'était en général des jeunes gens qui étaient dans la science et qui écoutaient énormément le métal parce qu'ils avaient catégorisé justement qui écoute ça, le folk, le rock, le métal. Et du coup, il y avait cette étude-là où ils disaient, enfin, dans cette étude, j'ai pas la source malheureusement, mais c'est marrant. Je sais pas, je connais pas, j'ai jamais entendu. Et du coup, alors quand aussi, quand tu parles justement par rapport à cette capacité du cerveau, dans Merkaba, dans la première édition, on avait une thématique qui s'appelait Kupula. Et Kupula, donc du coup, on intervenait dans justement cette zone où je trouve quand même assez fantastique ce cerveau qui forme une coupole. Et du coup, il y a cette résonance. Et du coup, dans l'importance de ce que tu dis, je me dis que c'est très, très, tu vois, de toutes ces fréquences, je me dis c'est quand même divinement bien fait, ce cerveau, qui est quand même une coupe de résonance dans lequel aussi circulent des fréquences qui peuvent, comme tu dis, émettrices et réceptrices. Mais je trouve qu'il y a vraiment, tu vois, comme dans les dômes des églises, voilà, des cathédrales où il y a des dômes où on sent que quand on chante, par exemple, au sein, enfin, moi j'ai pratiqué ce genre de choses, bah, la résonance est autre. Et je me dis, du coup, je sais pas ce que tu en penses par rapport au fait qu'on ait un crâne comme ça et qu'il soit aussi sous forme de coupole, quoi, dans sa résonance, par rapport à la résonance des informations ou du son ou du... Je sais pas, parce que quand tu me dis ça, ce qui me vient, c'est lorsque l'on regarde, tu sais, en Égypte ancienne, les crânes étaient beaucoup plus oblongs que Hmm, que ce que la façon dont notre crâne est aujourd'hui. Et moi, j'avais tendance à dire, ils avaient ce crâne très oblong, tu sais, comme pour se connecter au cosmos, se connecter à Ra. Bon, hmm, aujourd'hui, on a un crâne qui est beaucoup plus petit, on va dire, hein. Donc, je sais pas, je sais pas te répondre. Après, s'il a cette structure, comme tu dis, de réceptacle, ça a sans doute une fonction. Je sais pas te répondre là. Mm. hmm. C'est vrai que de toute façon, dans ce que tu dis, même dans les dômes, quand on aperçoit dans les structures de cathédrales ou des choses comme ça, dans des dômes, eh bien, il y a toujours une pointe au milieu, tu vois. Donc, si vraiment on dessinait l'extérieur, on serait dans une pointe et un arrondi. Donc, c'est peut-être là aussi tout notre travail qu'on a, nous, à recréer nos pygmalions, enfin, nos pointes, hein. Mais du coup, voilà, ça me faisait penser à ça. Et, ouais. Et du coup, alors, il y a quelque chose où, tu vois, comme on n'a pas cette connaissance, ce savoir que tu as, lorsqu'il y a réaction dans le cerveau,
tu parles de réaction, c'est quoi? C'est au niveau cellules neurologiques, c'est quoi? C'est des champs magnétiques? Comment on peut le définir simplement par rapport à une réaction, une activité, pardon, voilà, une activité du cerveau? Comment tu la définis pour tout le monde, hein? Bien sûr, pas. Elle est multiple. Euh, donc, telle qu'elle a été décrite par la science, on parle d'abord d'une activité chimique avec l'action de molécules comme les neurotransmetteurs, les neuropeptides. Donc, il y a une information qui est véhiculée par des molécules chimiques. Hmm, Ensuite, comme les neurones, ce sont aussi des vecteurs d'une information de type électrique. hmm, Et justement, c'est ce signal électrique qui va libérer les molécules chimiques entre les deux neurones pour faire transiter cette information. Et on sait maintenant que le cerveau, il est fréquentiel. Donc, on a toutes les ondes cérébrales qui sont connues et on en trouve de plus en plus. Donc, il y a aussi cette activité vibratoire. Et récemment, ces dernières années, il a été mis en évidence l'existence de récepteurs à la lumière. hmm. Donc tu vois, l'activité cérébrale, elle se situe sur différents niveaux. On va dire chimique, électrique, électromagnétique et veut dire lumineuse et sonore. Donc tu vois, on part du plus grossier, c'est ce que d'abord a mis en évidence la science, la chimie, les molécules. Et plus nous avançons, parce que plus ça va, plus les physiciens s'intéressent au corps humain. Et donc du coup, on s'aperçoit qu'on a des signaux de plus en plus subtils Hmm. et donc de plus en plus fréquentiel et vibratoire. Ok. Donc, tu vois, l'information, elle est à différents niveaux. Tout dépend et tout interagit. Et la vitesse de transmission de l'information, évidemment, va être différente parce que la molécule chimique, eh bien, elle va prendre un certain temps. La transmission électrique ou lumineuse va être beaucoup plus rapide. Et ensuite, ça nous permet à mon sens, de prendre conscience que la molécule chimique va travailler sur notre corps physique. L'information de type électrique, électromagnétique, lumineuse ou sonore est une information qui va travailler davantage sur notre corps d'énergie. Donc, tu vois, quand on commence à appréhender le corps, en tout cas la transmission des signaux d'un point de vue dense vers un point de vue plus subtil, c'est aussi pour nous faire prendre conscience que nous avons un corps dense, matière physique, visible et palpable, mais que nous avons aussi une autre réalité, plutôt invisible, énergétique, vibratoire. Et c'est aussi la transition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ouais, ce qui est formidable, ça veut Donc, dire que. pour répondre à Pardon. ta question, eh bien, les signaux, ils sont multiples. Tout Hmm. dépend comment tu te positionnes pour les regarder. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a toute cette faculté de pouvoir accéder, de pouvoir donner la possibilité à notre cerveau d'accéder, mais aussi c'est en fonction sûrement de la personne, du cheminement que tu as pour pouvoir. Est-ce que tu penses que c'est relié, par exemple, je dis vulgairement, ou simplement, pardon, le fait que si je suis une personne qui travaille sur moi depuis très longtemps, qui harmonise mon corps, et du coup, eh bien, je peux aussi libérer mon cerveau dans tout ce cheminement ou est-ce que si je suis quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur moi, voilà, qui est, on va dire, contracté, est-ce que du coup, est-ce que je laisse aussi autant cette liberté à mon cerveau de cheminer ou voilà, est-ce qu'il y a vraiment euh, un chemin, enfin une voie plus évidente que l'autre? Je parle par expérience, c'est que plus j'essaie de comprendre ou de débloquer tous les nœuds qui se sont installés depuis que je suis petite, plus je trouve que l'énergie se met en circulation, plus je comprends les choses, plus je suis consciente. Et je pense que c'est un chemin, c'est un chemin d'évolution. Hmm. C'est sans doute pas le seul, mais en tout cas, ça en fait partie, oui. Mm. Ouais. Donc du coup, tout est en résonance. Ça veut dire que chimiquement, enfin dans tous les degrés, tout est en résonance en fonction du cheminement qu'on a accompli ou pas. Voilà. C'est, Oui, c'est ça. Oui. non, je trouve ça. euh, donc, du coup, justement, tu étais dans cette deuxième édition qui était la résonance. Et est-ce que tu peux nous faire partager comment tu as vécu cette résonance-là dans cette deuxième édition? Et justement, est-ce qu'il y a eu une alchimie en toi par rapport à cette deuxième édition dans la résonance des savoirs? Alors, d'abord, il y a une très belle alchimie entre Michel le Vénérable et puis
notre ami Yogi, euh, musicien. On ne se connaissait pas et ça a été magique parce que nous, notre plateau à tous les trois, ça a été d'une fluidité extraordinaire. On a rebondi les uns sur les autres. Enfin, c'était juste bienveillant, à l'écoute. Moi, j'ai adoré notre trinôme tous les trois. C'était vraiment un bon moment de passer. Et j'ai vraiment apprécié Merkaba. J'ai découvert, et ce qui m'a beaucoup interpellée, que j'ai vraiment apprécié, c'est que tu as réussi à faire venir des personnes d'horizons divers, très différents. Il n'y avait pas une personne qui venait du même milieu et où chacun a amené sa pierre à l'édifice dans sa façon de voir les sujets que tu nous as proposés. Et je trouve que ça a été quelque chose de magistral. Ça a été, je ne sais pas comment tu as fait, mais j'ai trouvé ça magique. Et il y a eu une belle alchimie. Et pendant ces 2 jours, tu vois, il y a eu une, comment je vais dire ça? Il y a eu dans la salle une intensité énergétique et vibratoire d'une qualité et d'une intensité exceptionnelle. Exceptionnelle. Vraiment, je te remercie beaucoup parce que pour moi, tu vois, ça a été très, très fort. Donc énergétiquement, vibratoirement, émotionnellement, parce que j'ai eu des reconnexions d'âme. Enfin, j'ai retrouvé des âmes quand j'ai vu le vénérable. On ne se connaissait pas et c'est comme si on s'était connus depuis tout le temps. Vous faisiez très frères et sœurs, hein, très frères et sœurs. Quand je vous observais, ça faisait très frères et sœurs. C'était incroyable. Mm, mm, Et puis, c'était la magie, quoi. Je veux dire, ça a été d'une fluidité, d'une intensité incroyable. Et pour moi, pour être sincère, hein, c'est pas vraiment pour te faire plaisir, c'est vraiment mon ressenti. Il y a un avant et un après. mm, mm. Je sais pas mettre d'autres mots que ça, mais c'est vraiment mon ressenti. Et je te remercie beaucoup pour ça parce que c'est vraiment un événement magique. Tu vois, quand j'ai accepté de venir, je me suis dit, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que c'est? Parce que bon, Merkaba, esprit de la science, après je me grattais la tête, je me dis, mais quand même, c'est bizarre, il ne faut pas que j'aille dans des choses très ésotériques, etc. Mais en fait, c'était tout l'inverse. Et j'ai découvert un univers, des univers, Ouais. et de complémentarité, et c'était vraiment extraordinaire. Donc j'ai hâte de la prochaine édition, pour être honnête, parce que quand le titre est la luminescence des savoirs, je pense qu'on va passer encore un cran supplémentaire au niveau vibratoire et informationnel. Ouais. C'est vraiment ça et je te remercie pour ton retour, Florence, et c'est très important parce que c'est vrai que alors il y a toujours deux perceptions par rapport à Merkaba et donc il y a des gens qui sont dans la spiritualité ou le mysticisme qui se disent ouh là là, c'est très scientifique, faut être prix Nobel pour comprendre et tu as toutes les personnes qui viennent de la communauté de la science qui disent ouh là là, c'est trop perché, machin et compagnie. Et du coup bon, après ça c'est sûr que c'est notre problème, enfin je veux dire notre problème, il faut non, on grandit par rapport à la communication parce que l'enseignement qui est donné pour nous tous, et nous, la première, l'équipe, que ce soit Karine, Béatrice et moi-même, c'est vrai que c'est vraiment un enseignement qu'on reçoit aussi pendant cette mise en place, pendant et l'après aussi. Et du coup, mais c'est ça qui est magnifique, c'est se dire que tout est accessible à tout le monde et qui que tu sois, tu auras de nourriture. Tu peux avoir nourriture. Et ça, c'est très important. Et du coup, c'est vrai que, et c'est là où c'est intéressant ton retour parce que on se dit, bon, bah, en général, dans des conférences, les intervenants, ils sont là, ils sont présents, ils déversent leur savoir et leur communauté, et tu n'as que l'auditoire qui apprend, qui apprend. Et là, non. On s'aperçoit qu'on apprend tous les uns des autres et que et que l'auditoire peut devenir intervenant participe autant que les intervenants. Et c'est ça qui est fabuleux. Enfin, en tout cas, c'est ce lien, ce que j'appelle toujours ce lien qui est très important et qui est vraiment, qui fait une belle résonance. Mais oui, ce qui était très intéressant, c'était la diversité des personnes d'univers différents qui était d'une richesse extraordinaire. Et Mm. comme tu dis, moi aussi, j'ai appris énormément de choses, énormément de Mm. choses. Ah, c'est Donc, super. j'ai vraiment hâte. Bah, Florence, est-ce que tu veux rajouter justement quelque chose par rapport à ce que tu pratiques, par rapport à toute cette résonance, par rapport voilà, aux questions que je t'ai posées? Est-ce que voilà, dis-moi si tu veux rajouter quelque chose. Tu as la parole, Euh, avec grand donc, plaisir. quand tu disais que la difficulté pour Merkaba, Esprit de la Science, c'est est-ce que c'est de la spiritualité, est-ce que c'est de la science? Mais en fait, nous sommes là pour faire le lien entre ces deux mondes, entre science et spiritualité, et qui, à mon sens, sont la même chose, mais simplement pas présentées
ou avec les mots. C'est comme une pièce avec des faces dans la science et spirituelle. Mais c'est la même, sauf, ou alors c'est si tu la science, ça va être tout ce qui est terrestre et la spiritualité, tout ce qui est cosmique. Mais en fait, c'est alchimie. Et je pense que toi comme moi, nous sommes là pour faire le lien entre science et spiritualité. En tout cas, moi, c'est à travers l'organisme de formation que j'ai créé à Bordeaux, qui est l'Institut des sciences de l'éveil de l'être. C'est ce que c'est ce que je propose, en fait, c'est de faire le lien. Et je dis toujours, j'essaie de rationaliser la spiritualité de façon à ce que ce soit pas trop perché, mais ça fait partie de nous. Et j'essaie de spiritualiser la science parce qu'on a aussi besoin de cette ouverture en science. Mm. Donc, il y a des scientifiques, enfin, comme ceux que tu avais invités, qui sont dans ce mouvement, mais on n'est pas encore assez nombreux. Et donc, non, je pense que nous sommes là pour essayer d'ouvrir, en fait, et pour dire, mais ce ne sont pas deux domaines qui s'excluent l'un l'autre, mais qui, au contraire, ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Complètement. Et ça rejoint vraiment ce que tu disais, la complémentarité, parce que tu vois, on peut rencontrer aussi beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité, dans le mysticisme, mais qui font un blocage vis-à-vis de la science. Et là, non. Justement, je pense que cette forme enfin, si je peux me permettre, pour moi, c'est une forme d'intelligence d'être justement dans la complémentarité. On peut pas, aujourd'hui, de toute façon, c'est notre société, c'est une réalité actuelle. On peut Non, pas ne pas les relier, c'est terminé ce temps-là. Donc, oui, je pense que c'est très important de créer ces ponts, et comme tu le fais, et comme on peut le faire nous à travers l'événement, et ça, je pense que c'est vraiment une réalité qui est importante et à souligner et à présenter. oui. On va vers cette unification quelque part. Mm. Donc, ce que je vais faire aussi, Florence, c'est à la fin de cette vidéo, je mettrai les liens, parce que tu es sur Bordeaux, Arcachon, tu es plus précisément. Je suis à Bordeaux-Mérignac. D'accord. Donc, où je consulte, j'assure des consultations en individuel et j'ai ensuite l'institut de formation dans lequel je propose des formations pour des personnes qui veulent devenir praticiens ou simplement des personnes qui veulent voilà, savoir ce qu'est l'ADN, par exemple, parce que c'est ma passion. Donc, je parle de l'ADN scientifique et de l'ADN vibratoire Mm, ou mm. à travers les civilisations, et aussi où je fais des ateliers expérientiels où je fais vivre aux gens un revécu de naissance ou des respirations holotropiques qui sont des voyages de la conscience pour aller à la découverte de soi. Ah, Voilà. très intéressant. Alors, je mettrai les liens, de toute façon, à la fin de la vidéo. Comme ça, je mettrai tous tes liens, comme ça, les gens pourront te contacter et venir vers toi. Merci beaucoup, Florence. Merci pour cette richesse, encore une fois, voilà, dans cette interview. Et je te dis à très vite, à très, très vite. Et du coup, voilà. Donc, je mettrai tous les liens pour que les gens puissent venir, à ta rencontre. Bon, merci beaucoup et puis à très bientôt, hein. À très bientôt, Florence.